Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode du Elena Show. Le Elena Show, en podcast audio et vidéo. Donc aujourd'hui, dans le 4e et dernier épisode du Elena Show, nous allons parler d'Elon Musk qui rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Ensuite, on va parler du documentaire Netflix qui est sorti il y a maintenant quelques mois, donc l'arnaqueur de Tinder. Et pour finir, on va s'interroger au parcours musical de notre invité du jour. Focus sur l'invité du jour dans le Elena Show. Bonjour Noah et bienvenue dans le Elena Show. Merci beaucoup Elena. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Alice, ça me fait plaisir d'être là. Moi ça me fait très plaisir aussi que tu sois là. Et donc voilà, si tu peux d'abord pour commencer t'introduire en quelques mots, te présenter. Du coup, moi c'est Noah de Sutter, ça c'est mon vrai nom. Sinon mon nom de scène c'est Noah sans H. J'ai 22 ans, je viens de la région de Charleroi, je suis née à Charleroi, j'habite dans les alentours de Charleroi. Je suis étudiante à Bruxelles, je suis en dernière année d'écriture multimédia, donc la com digitale. Et à côté, je fais de la musique depuis maintenant presque 3 ans. Ok, parfait, comme ça on en a pris les petites bases sur toi. De toute façon, on reviendra à ton interview à la fin. Et maintenant, on va passer à la rubrique actualité. Toute l'actu de la semaine, c'est maintenant dans le Elena Show. Donc maintenant, en fait, on va parler du rachat de Twitter par Elon Musk. Donc Elon Musk, pour remettre les choses à leur place, c'est un milliardaire originaire du sud de l'Afrique. D'accord. Et donc, il est notamment le PDG de la société SpaceX et directeur général de la société Tesla. Donc ça, c'est entre autres, il y a d'autres choses aussi. Et donc, c'est aussi l'un des hommes les plus riches au monde. Tout le monde le sait. Tout simplement. Voilà, tout simplement. J'aimerais bien qu'on dise ça de moi aussi. Elon Musk, quoi, je pense. Ouais, c'est ça, quoi. Et donc, Elon Musk, il rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Et lui, en fait, il veut que ça soit un espace plus libre, avec moins de modération et donc plus de liberté d'expression. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir, en fait, selon toi, les dangers, justement, parce que ça a soulevé quand même un débat, donc sur tous les dangers que ça peut amener aussi, trop de liberté d'expression. Ouais, bien sûr. Et donc, j'aimerais avoir ton avis. Mon avis, c'est que, après, je suis quelqu'un où je trouve que la liberté d'expression, est quelque chose de super important. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est vrai que, en tout cas, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut pas en abuser non plus. Ouais, surtout que je trouve qu'Instagram, ça reste quand même une safe place entre guillemets comparé à Twitter, dans le sens où Twitter, j'y vais rarement, mais quand j'y vais, en tout cas, je reste chaque fois marquée parce que je vois n'importe quoi. Que ce soit dans les commentaires ou même au niveau des tweets, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va. Après, je trouve qu'il y a des choses super sur Twitter, mais je pense que déjà, on en est à un degré de liberté d'expression qui est assez fort. Donc, je sais pas si augmenter encore plus ou être encore plus tolérant sur ce qui va être dit est nécessairement une bonne chose, tu vois. Non, mais c'est vrai que Twitter, pour ça, c'est super trash, je trouve. Ouais. C'est déjà un endroit où les gens, ils disent tout et n'importe quoi, déjà de base. Ouais, c'est ça. Et tu sais que moi, personnellement, je n'utilise jamais... J'ai un compte Twitter, je ne l'utilise jamais parce que c'est pas forcément une application que j'aime bien, c'est pas trop mon truc. Ouais. Et tu sais que les seules fois que je l'utilise, c'est quand je vois qu'il y a eu une histoire, un drama, clash, un truc. Comme ça, et du coup, je tape les mots-clés sur Twitter et je sais que tu vas trouver là, tu vois. Ouais. Donc c'est bien la preuve que c'est un endroit où c'est une autre ambiance. Ouais, c'est ça, c'est une autre ambiance. Et puis après, d'un côté, c'est assez dangereux dans le sens où je trouve que les rumeurs courent très 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 vite. Oui. Je me souviens d'un fait d'actualité où c'était un petit garçon qui était tombé dans un trou. Je sais plus c'était dans quel pays. Je sais pas si tu te souviens de ça. Mais c'est récemment ça. Oui, c'est assez récent. Ah oui, je crois, oui. Et en fait, malheureusement, tout le monde attendait que ce garçon sorte. Soit sauvé. Et en fait, finalement, toutes les, je pense, 5 minutes, il y a quelqu'un qui disait « Oh, il est sorti !» Et en fait... Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, chacun, il va de... je trouve qu'il y a même plus de... Les gens ne réfléchissent même plus à ce que je dis. Est-ce que ce que je dis est vrai ou est faux, tu vois. Dans le sens où eux, ils pensent, donc ils écrivent, et puis ils postent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a plus de filtre. Tu vois, il n'y a pas un filtre où on se dit est-ce que c'est vrai ? Est-ce que... je trouve qu'au niveau fake news, Twitter, c'est un peu l'angoisse, quoi. Ouais, c'est que des réactions à chaud, en fait. Ouais, ça va super vite. Tu tapes tes quelques trucs et c'est parti, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et par contre, j'ai vu aussi que ça, il me semble que c'est si j'ai bien compris, qu'il veut enlever
ou peut-être laisser plus de caractère pour les tweets, parce que les tweets, il y a une limite. Donc quand tu fais un tweet, il y a une limite il y a de une limite de caractère. caractère. Et je pense que soit il veut enlever la limite ou qu'il veut la rendre, qu'on puisse écrire plus. Après, ça, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Dans le sens où. Genre plus de haine, quoi. Non, après, on peut le voir comme ça, tu vois, mais je pense qu'on peut le voir aussi du fait que j'ai l'impression que maintenant, même quand on regarde avant, les formats longs au niveau vidéo étaient mis en avant. Maintenant, ce sont les formats courts parce que les gens veulent aller plus vite, les gens veulent que ce soit rapide. Là, tu fais référence à short vidéo sur YouTube, non? Non, juste de manière. Ça. Oui, c'est un peu ça, mais oui, c'est un peu ça. Mais par exemple, avec l'arrivée de TikTok, on s'est rendu compte que finalement, les gens étaient plus, les personnes étaient plus demandeuses du coup. En demande. Personnes étaient plus en demande du coup de vidéos qui étaient beaucoup plus courtes. Et donc, j'ai l'impression que ça reflète un peu l'envie de la société maintenant, c'est d'être informé, mais de manière très rapide. Sauf que malheureusement, en étant informé de manière trop rapide, tu peux rater certaines infos. On oublie des éléments, etc. Donc, au final, ça, je pense que dans tout ce qui veut changer dans Twitter, je pense que ça reste une bonne chose dans le sens où ça permettrait d'avoir plus d'explications. Voilà, après, il y a beaucoup d'autres. Là, nous, on a pris le sujet, vraiment un petit détail. Voilà, on a un peu parlé de la liberté d'expression. Après, il y a beaucoup de choses qui font aussi qu'il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut, notamment en Europe, avec certaines règles. Mais bon, voilà, ça, c'est d'autres choses aussi. Nous, c'était plus pour se concentrer sur le principe de la liberté d'expression. Est-ce que c'est un peu dangereux sur les réseaux sociaux, surtout comme Twitter. Donc voilà, ça, c'était la partie actualité. Et maintenant, on va passer au film qu'on va analyser. Yes, faisons ça. Un zoom sur le cinéma. C'est maintenant dans le Elena Show. Donc Noah, comme je t'ai dit, donc nous on va parler de L'arnaqueur de Tinder. Oui. Donc réalisé par Felicity Morris et qui est sorti donc début février sur Netflix. Ouais. Moi je l'ai vu direct qu'il est sorti. Pas toi? Peut-être pas toi? Moi j'en ai entendu parler. J'étais en stage à ce moment-là dans un média et donc on me disait, chaque fois j'ai l'impression que dans des médias on se partage un peu toutes les news chaque fois. Oui. Et du coup on m'a dit j'ai regardé, il y a ma maître de stage qui m'a dit j'ai regardé L'arnaqueur de Tinder, faut vraiment que vous alliez voir ça, c'est un truc de ouf. Et du coup directement je suis rentrée chez moi, je me suis posée, j'ai regardé L'arnaqueur de Tinder et en effet c'était un truc de ouf. Oui, voilà. Et du coup donc ça raconte l'histoire d'un groupe de femmes victimes d'un escroc qu'elles rencontrent sur un site de rencontre plus précisément, mais voilà. Et donc les jeunes femmes qu'on voit dans le documentaire, elles s'appellent Cecily, Pernilla et Aileen. Bon, sur la prononciation, on m'excusera. Voilà. Et donc, l'arnaqueur, c'est Simon Levive, ça, c'est pas son vrai nom, c'est son nom sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est une arnaque basée sur la pyramide de Ponzi. Donc, déjà, qu'est-ce que tu en as pensé après avoir vu le documentaire, ton avis? Mon premier avis, c'était c'est quoi ce bordel, entre guillemets, dans le sens où j'étais un peu choquée que ça aille, qu'une arnaque. Parce qu'on connaît les arnaques sur les réseaux sociaux où personne jamais ne se voit et le mec est dans un pays, et qu'il escroque la personne par certains biais, etc. Mais c'est vrai que là c'était un peu différent parce que y avait une espèce de réelle confiance qui s'était faite entre les deux. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est plus choquant. C'est moins choquant une arnaque quand deux personnes ne se sont pas vues. Ne se sont jamais vues, oui. Comme le catfishing, ça s'appelle, je pense. C'est ça le terme, il me semble. Oui, qui se font passer comme l'émission sur en Amérique. Catfish, oui. Donc, ils se font passer pour quelqu'un, etc. Je trouve d'autres photos, oui. Ouais, mais je trouve que là, le fait que ça se passe un peu dans la vraie vie et pas que sur les réseaux sociaux, rend ça beaucoup plus choquant. Réaliste, c'est ça. Je trouve. Oui, réaliste de ouf. Parce que c'est vrai que quand tu vois des émissions comme Catfishé, je sais plus comment ça s'appelle l'émission, mais ou que tu vois des gens qui ont envoyé de l'argent à quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu, tu te dis c'est pas possible, comment tu peux faire, comment tu te fais avoir. Oui, ou alors là, tu te fais avoir une fois et puis ça va encore. T'as plus tendance à te dire ça peut pas m'arriver, ça ne peut pas m'arriver. Ouais, c'est ça. Que là, le mec, pour remettre les choses un peu dans leur contexte pour bien comprendre, c'est un mec donc qui se fait passer pour un héritier d'une industrie de diamants. Donc il a de l'argent clairement et de sa famille. Et donc les filles le rencontrent sur Tinder et directement ça va très vite. Il les emmène en jet privé, en vacances, il leur offre des cadeaux. Du coup il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Voilà, c'est ça. Je pense qu'au final, y a quand même plus de personnes qui auraient pu tomber dans le piège que ce qu'on pense, tu vois. Et bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord. Parce que la différence, c'est que
ce n'est pas qu'il envoie juste des photos de ses vacances, qu'il envoie des photos de lui dans un jet privé. Non, il les emmène dans Ouais, le jet c'est ça, privé. voilà, c'est il ça. les emmène en vacances avec C'est le différent. garde du corps. C'est tout à fait différent. Les personnes, elles vivent vraiment cette vie. Donc, tu n'as aucune raison de ne pas y croire pour moi. Ouais. Vraiment. Non, c'est Aucune. clairement. C'est pas comme si que ça se passait juste par les réseaux sociaux, tu vois. Après, bon, il y a ce truc de est-ce que aussitôt dans une relation, bien que tu sois bien avec la personne, etc., tu serais capable tu serais plus apte à prêter de l'argent aussi vite. Ah oui, Enfin, tu vois, oui. Surtout Déjà, il faut l'avoir, ouais, c'est ça. Déjà, il faut l'avoir. Mais du coup, je pense que dans la première partie, je pense qu'une grande partie des personnes auraient pu se faire avoir. Mais c'est vrai que dans le fait de prêter de l'argent, autant d'argent, c'est ça. aussi vite, c'est vrai que on se pose quand même pas mal de questions, quoi, je trouve. Après, je pense que ça aussi, c'est le fait qu'elles prêtent autant d'argent et comme tu dis aussi vite. Je pense que c'est surtout basé aussi sur le fait qu'elles sont tombées amoureuses. Ouais. Ça doit être là-dessus aussi. Ouais, et j'imagine. elles sont aveuglées à fond. Parce que autant tu fais confiance à la personne, autant tu y crois qu'il est riche parce que tu l'as vu de tes propres yeux. Autant le fait à côté de prêter l'argent, c'est vrai que c'est compliqué en fait de se mettre dans la situation parce que tu ne peux pas vraiment savoir. Ouais, c'est ça. Je pense que tu peux pas vraiment savoir, mais allez, faut quand même se dire que tu contractes un prêt. Donc c'est pas juste tu donnes l'argent et puis tu dis bon, il va me rembourser, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça va. Ces personnes-là ont quand même contracté un prêt. Donc, déjà contracter un prêt pour une maison, c'est pas quelque chose de simple. Alors contracter un prêt pour ton copain ou ta copine avec lequel t'es depuis très peu de temps, c'est vrai que de base, en tout cas pour moi à mes yeux, ça reste un peu quelque chose d'utopique et d'inimaginable. Mais je pense qu'au final, j'aurais peut-être très bien pu tomber dans le panneau, tu vois. Donc c'est compliqué parce que, comme tu dis, c'est vrai qu'aller jusqu'à un prêt, c'est quand même beaucoup de démarches. Ouais, c'est ça. Et en même temps, comme je t'ai dit juste avant, c'est pas comme si c'était juste des photos. Elles ont vraiment vécu cette vie de riche, tu vois. Ouais, vraiment. Elles étaient vraiment à fond dedans. Elles n'avaient aucune raison de ne pas y croire. Ouais, c'est ça. C'est tout un truc ficelé. Et c'est vrai que quand tu vois, tu te dis, waouh, quoi. Ouais, non, et justement, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires. À la base, on pense que les commentaires négatifs vont être pour Simon, donc celui qui va les arnaquer. Ouais. Et au final, il y a eu aussi beaucoup de commentaires sur les jeunes femmes qui témoignent en disant que les femmes sont vénales, que les femmes sont stupides, elles ont été bêtes, que comment elles ont pu filer autant d'argent. Ouais. Il y a eu beaucoup de commentaires négatifs aussi dans ce sens-là. Après, moi, un truc vraiment où j'étais dans l'interrogation la plus totale, c'est les gens qui étaient en admiration face à ce Simon Leviev. Ok, oui. J'étais là, mais en fait, quand ma première réaction, quand j'ai vu le documentaire, c'est aller voir sur Instagram, stalker pour voir si son compte était vraiment là, oui, moi s'il aussi, était suivi par autant de personnes, etc. Et je voyais en fait son nombre d'abonnés qui augmentait mais de manière réellement considérable. Et j'étais là, mais comment c'est possible ? Comment des personnes puissent avoir envie de le suivre, sachant ce qu'il a fait. Alors après, chacun il va de sa propre opinion quant au fait est-ce que les femmes sont vénales ou pas. Oui, voilà, ça c'est. Ça, voilà, je pense que ça appartient à chacun a son propre opinion de ça. Puis je pense que bon, au final, ça les regarde un peu plus elle que nous, tu vois. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que ce qui m'a surtout choqué là-dedans, c'est cette espèce d'adoration qu'il y avait autour de ce mec, qui avait juste escroqué des filles. Oui, c'est ça, qui au final est un arnaqueur, quoi. Et donc, je comprenais pas. Enfin, vraiment, j'ai quand même checké des commentaires, des machins, et j'étais là, mais comment plein de personnes peuvent dire oh là là, trop un génie. C'est vrai qu'il y a de plus en plus cet effet de mode là-dessus. Oui, c'est ça, mais je reste quand même un peu perplexe face à ce truc parce que j'ai un peu du mal, puis. Enfin, je comprends même pas. Je trouve que à partir du moment où ton escroquerie est démasquée, bah voilà, c'est bon, c'est fini. On t'a tous cramé. Stop tes bêtises. Mais lui non, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut faire une télé-réalité. J'ai vu ça. Une espèce de bachelor. Qui es-tu, tu vois ? Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas, mais je sais pas. J'ai un peu du mal avec cette espèce de fierté qu'il y a autour de son arnaque. Où je trouve ça je comprends pas. Et d'ailleurs, donc pour bien l'expliquer, donc je disais que c'est une arnaque basée sur la pyramide de Ponzi. Ouais. Et donc oui, lui le principe, ce qu'il faisait, c'est que donc il draguait ses filles en les emmenant en jet privé, en vacances, en offrant des cadeaux. Puis il se faisait passer comme quoi il était en danger. Donc ça c'est vraiment en gros de l'histoire. Il se faisait passer, il se mettait comme s'il était en danger. Donc il demandait de l'argent. Ses femmes donnaient de l'argent et l'argent qu'elles donnaient lui servait à
à offrir des vacances, à emmener en jet l'autre fille qui draguait après, en fait. c'est ça. Donc c'est ça qu'on dit, donc la pyramide de Ponzi. Et justement, c'est vrai que par rapport à ce que je disais avec les femmes, la question aussi c'est, est-ce que c'est un crime de vouloir sortir avec quelqu'un qui est financièrement à un niveau de vie supérieur, tu vois? En fait, Parce que c'est ce qu'on dit en soi quand on les juge, ces filles-là, sur le fait qu'elles sont, c'est ça, tombées qu'elles dans sont le panneau, des tout ça, michtos, c'est etc. c'est un peu ça en gros. En fait, je pense que de base, chacun d'entre nous, quand il cherche l'amour, après, il y en a qui ont des critères bien spécifiques et voilà, il y en a que ce soit pour des hommes ou des femmes, il y en a qui sont là en mode ok, moi je veux quelqu'un qui soit riche. Ok, bah fais comme tu veux, tu vois. Enfin, je veux dire, chacun Son truc. chacun trouve son truc, etc. Mais je trouve que quand même de base, je pense pas que ces personnes étaient mal intentionnées et, Oui, voilà. et leurs envies n'étaient pas basées que sur l'argent qu'il avait, tu vois. Mais après, je pense, on va pas se mentir, je pense pas être quelqu'un qui cherche l'argent, etc. Mais je pense que sans s'en rendre compte, ça peut influencer chacun et Bien chacune entendu. d'entre nous. Parce que je veux dire, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que même le fait d'avoir de l'argent tout court peut amener à passer certains moments parfois plus privilégiés. Et donc je pense que c'est vrai que ça peut, sans s'en rendre compte et sans que ce soit réellement une vraie intention, je pense que l'argent peut influencer À fond. quelque chose. Bah Mais oui, sans s'en je rendre suis tout à compte, fait tu vois. d'accord. Et puis c'est vrai, puis tu rencontres quelqu'un sur les réseaux. Donc à la base, elles sont sur Tinder en mode Ouais. slide à gauche, slide à droite. Tu vois, voilà, je kiffe, je ne kiffe pas. Oui, c'est Si ça. elle tombe sur le mec, elle commence à lui parler, elle se rend compte qu'ils ont de l'argent. Alors soit il était, enfin tu vois, à la base des bases, elle cherchait pas quelqu'un qui avait de l'argent. Elles sont tombées dessus, il a de l'argent. Et c'est sûr que je pense que ça les aide aussi à tomber amoureuses dans le sens où il les fait rêver, Oui, c'est ça. tu vois. C'est ça, et puis même, je pense que chacun et chacune, depuis tout petit et toute petite, chaque fois, imagine son prince charmant ou sa princesse charmante, je sais pas, tu vois. Et oui, je pense que c'est clair que, surtout quand t'es sur ce genre, d'application de rencontre, tout est basé sur une image. Donc ça veut dire que sur, je sais pas moi, ton certain nombre de pixels, tu dois faire une certaine impression. Donc Oui, c'est vrai. fatalement que ça influe le fait que tu sois en jet privé, avec des belles lunettes de soleil, avec une jolie coupe, Ouais, c'est ça. dans un cadre idyllique. Je pense, à ce niveau-là, personne ne doit se mentir par rapport à ça, parce que c'est vrai, personne va dire « Oh non, il est riche, je veux pas ». Tu vois Oui, ce que ça- je veux dire? Et puis au final, c'est le même principe que. Donc le fait qu'il soit riche, c'est le même principe que c'est comme sur les réseaux Instagram, tu vas suivre des mecs ou des filles, voilà. Ouais. Il y en a qui vont avoir des photos beaucoup plus belles, qui sont à la limite Instagrammeurs, d'autres qui vont avoir des photos, ça ressemble à rien, mais ça aussi, ça va influencer. Tu Oui, vois. c'est ça, ça revient au va. même. En fait, je pense qu'il y a rien. Alors, chez certaines personnes, ça peut être intentionnel. Oui, bien Mais sûr. je pense que bien de sûr. base, Garçon, la base fille, des c'est bases, même, oui. il y a rien d'intentionnel. Vraiment, je pense que juste au niveau de l'amour, les personnes cherchent quelqu'un avec qui se poser, avec qui être bien, rigoler, machin. Mais c'est certain que si cette personne a des facilités, c'est un plus. Les personnes vont pas nécessairement cracher dessus. Et voilà, je pense qu'il y a ce truc où, oui, vraiment, l'inconscient, tout simplement, qui dit, c'est cool, en fait. J'ai de la chance. Ouais, c'est ça. J'ai de la chance. Après, voilà, je pense qu'il faut pas non plus partir dans la dérive de, oh, il est bien financièrement ou elle est bien financièrement. Et du coup, la relation n'est pas si ouf que ça. Mais il a de l'argent. Mais il a de l'argent. Je pense qu'on doit pas non plus. Oui. Il faut qu'il y ait un certain équilibre et que l'amour soit la base du couple. Et après, il y a les petits plus, tu vois. Ouais, après, Mais je pense que ça, c'est la mentalité de chacun. Tu vois, il y a des gens qui vont être Oui, c'est ça. vraiment mal intentionnés et qui, du coup, vont rester juste pour l'argent. Et d'autres personnes, si la relation, ça ne va pas, tant pis, tu vois. Après, franchement, c'est toujours au cas par cas, en fait, au final. C'est difficile de juger tant que ça ne t'est pas arrivé, en fait. Ouais, c'est ça, je pense aussi, ouais. Et surtout que maintenant, ça a été mis en En lumière, avant, ouais. donc tu pourrais à la limite mieux t'en rendre compte. Mais elle, à la base, qu'est-ce qu'elle pouvait savoir? Oui, non, c'est ça. Elle, de base, elle s'est dit, oh, je suis tombée sur quelqu'un de bien, ça a l'air chill. Ouais, voilà, c'est ça. Allons-y, quoi. Donc voilà, ça c'était notre petite analyse, notre avis, notre point de vue sur l'arnaqueur de Tinder. Voilà. Et maintenant, Noah, on va s'intéresser à toi Allons-y. là-dessus. On y va alors. Ouais. Aujourd'hui, Elena reçoit Noah sans H dans le Elena Show. Donc Noah sans H, Voilà, c'est moi. comme tu veux. On t'ennuie jamais ça?
Enfin, tu vois que ton nom de scène, c'est Noah sans H qu'on te dit, tu vois. Bah du coup mes potes commencent à m'appeler Noah sans H. Ça me dérange un petit peu parce que bon, des potes que je connais depuis 20 ans, je suis là les gars, commencez pas à m'appeler Noah sans H s'il vous plaît. Non, c'est juste compliqué comme nom de scène parce que par exemple quand on me demande mon Instagram, je dis oui c'est Noah sans H. Oui. Et du coup je vois écrit N-O-A. Je dis non, Noah sans H. Je me dis ouais comme ça. Je dis non, c'est en 3 mots. Noah sans H. Là tout de suite je le vends, Olivier derrière ici. Quand je lui ai dit même chose pour noter Noah sans H, lui il pensait que c'était juste Noah. Non, pas du tout. Non, c'est Noah sans H. Oui, c'est ça. C'est vrai que du coup je me suis posé des questions en me disant est-ce que je changerais pas de... Enfin, franchement, ici, dernièrement, je me suis dit, je changerais pas de nom de scène parce que c'est quand même un peu compliqué. Et puis, je me suis dit, non, Persis, ça va aller, à un moment donné, ça va rentrer... qui tilt, tu vois. Oui, c'est ça, un truc même... en plus. Allez, je me vois pas m'appeler Noah de Sutter, ni Noah tout court. Enfin, du coup, pas Noah tout court en 3 mots, du coup. mais genre, juste... Enfin, du coup, voilà, Noah sans H. Enfin, ça fait partie de ma personnalité. Et puis... Je sais pas, je trouve que mon nom, bien qu'il reste assez commun, est quand même anecdotique. Oui. Dans le sens où le fait d'avoir un prénom mixte, parce que c'est vraiment un prénom mixte dans le sens où parfois, enfin, bête petite anecdote, une fois je vais passer mon permis de conduire. Oui. Et il y a un mec qui vient devant moi et qui dit Noah. Vraiment, j'étais devant lui, j'étais la seule sur le parking, j'étais prête à aller, à passer, réussir mon permis et tout. Il dit Noah. Et vraiment, il me regarde. J'étais là. C'est moi, Noah. Mec, je suis là. Il dit oh, désolé, je pensais que c'était un garçon. Et le mec, il avait une personne devant lui et ça faisait 5 minutes qu'il cherchait un Noah. Enfin, du coup, c'était moi, mais. Il était déter, il voulait un mec. Un petit détail, enfin un fragment de ce qui m'arrivait en portant le nom. Mais t'as quand même réussi le permis. Du premier coup. Ah, ça va. C'est pas qu'il t'a fait rater parce qu'il voulait un mec et pas une fille. Voilà. Ouais, non, imagine quand même. Non. Ça va alors. Mais je t'avoue que moi maintenant, on commence à m'appeler Elena Shaw. Ah ouais. Alors que moi, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'anecdote ou quoi, tu vois. Elena Shaw. Mais bon, du coup, on va passer. Avant de commencer, on va écouter un extrait d'une de tes chansons qui s'appelle Pourquoi, pour dire de se mettre un peu dans le bain. Voilà. Faisons ça. On y va. Longtemps, je pense à toi, te vois partout où tu n'es pas. J'ai même tendance à agir comme si t'étais encore là. Pourquoi tombe dans nos têtes, c'est dur, il faut qu'on l'admette. Maintenant tes bleus vont tellement mieux. Donc, est-ce que ça a toujours été ta passion, la musique? Est-ce qu'avant, c'était pas forcément ça? Bah en fait, j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui est le domaine artistique. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du théâtre. Enfin, j'ai toujours été une espèce de touche à tout. La fibre. Voilà, j'ai un petit peu la fibre artistique exactement. Et donc voilà, mais comme je t'expliquais l'autre fois, de base le chant c'était pas du tout ce qui était censé t'arriver. Voilà, c'est ça. Ce n'était pas dans le planning, sachant que en fait, je chante depuis toujours. Vraiment, ouais. Je chantonne tout le temps. D'ailleurs, je casse les pieds littéralement à ma famille. Ça a toujours été ton truc. Voilà, ça a toujours été mon truc. Mais en fait, une fois, j'ai voulu vraiment me mettre au chant, etc. J'ai été prendre un cours particulier. Et puis, à la suite de ce fameux cours, ma maman, quand on rentre dans la voiture, elle me dit non, écoute, tu as quand même pas mal d'autres activités. Je faisais beaucoup de tennis. Ouais. Je fais du tennis de mes 4 à 18 ans. Mes parents étaient aussi profs de tennis à côté, donc ça c'était ta deuxième passion. Le sport de famille, tu vois, voilà. Et en fait, j'étais vraiment dégoûtée parce que j'avais passé 1 heure de chant trop bien. Ouais, la prof était de chant, ouais, c'est ça. La prof était trop chouette et j'étais là mais maman pourquoi? Et donc je comprenais pas trop, je lui en ai un peu voulu en vérité. Et puis en fait des années plus tard j'ai appris que la prof de chant lui avait dit pendant que j'étais dans la voiture, avait confié à ma maman qu'il fallait que j'arrête le chant genre tout de suite, sinon mes nodules, j'avais du coup un problème, j'avais des nodules sur les cordes vocales et donc il fallait absolument que j'arrête, sinon j'allais me taper des extinctions de voix tout le temps, quoi. Ouais. Donc c'était pas du tout au programme. Et puis de fil en aiguille, tu t'es quand même retrouvée à faire du chant. À faire du chant, exactement. Au final, parce que comment ça se fait finalement que tu n'as pas de problème du coup malgré tout ce que tu avais ce petit problème de nodule sur les cordes vocales? Du coup, j'ai quand même une voix qui est pas la plus forte, mais on va dire que j'ai pris du coup des vrais cours de chant l'année passée pour vraiment pouvoir bien l'utiliser et pas la casser, parce que c'est vrai que par exemple si je vais en soirée
par exemple, une fois j'avais un concert, mais j'avais genre une énorme soirée la veille. Bah, j'étais là, je chuchotais dans les oreilles des gens parce que j'avais pas du tout. Oui, tu pouvais pas prendre de risque. Oui, c'est ça, parce que je peux pas prendre de risque. Et c'est vrai que il suffit que je gueule une bonne fois et ma voix c'est bye bye, tu vois. Donc ouais, voilà. Ok. Et donc, comme tu disais, donc ta passion, ça a quand même toujours été le chant, même si voilà, c'était pas. Donc ça a été toutes tes secondaires, c'était ta passion. Mais du coup, ce qui a vraiment été le point de départ, je veux dire le moment clé, on va dire, c'est ton voyage après les secondaires en Hollande. Donc t'es partie 6 mois, c'est ça? Ouais. En fait, du coup, après mes secondaires, j'ai tout fait pour être acceptée à l'université de Maastricht en business international. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Mon papa était faisait un peu ça comme métier. Et du coup, très grande fan de mon papa. Je suis très fan de papa-maman, donc j'ai fait comme papa. Fatalement, c'était pas du tout mon truc, mais genre vraiment pas du tout. Et mais le fait par contre de partir à Maastricht, même si c'était pas très loin, je savais rentrer en 2 heures en Belgique, donc c'était pas très compliqué. En fait, le fait de quitter les secondaires et de rentrer dans un nouvel univers où je connais personne. Oui, tu découvres quelque chose de nouveau. Voilà, en fait, toutes les envies que j'avais enfouies en moi pendant très 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 longtemps ont surgi d'un coup, sans nécessairement que je me rende compte. Et je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je réalise toutes mes envies. Donc j'ai commencé à faire des castings, à faire de la figuration, à acheter un piano, faire de la musique, faire des vidéos sur Internet. Et de là, le tout ensemble a fait que je me suis vraiment lancée dans la musique. Et du coup, à ce moment-là, tu t'assumes beaucoup plus sur les réseaux sociaux par rapport à la musique. Ouais. Mais du coup, comment tu expliquerais, qu'avant, en secondaire, c'était le regard des gens, c'était quoi qui te bloquait en fait? Ah, c'était le regard des gens. Je trouve que malheureusement, la différence maintenant, on la pointe plus du doigt qu'on la met en valeur. Ce que je trouve réellement dommage dans le sens où je trouve que en fait, chacun avec nos différences, on vient créer un univers juste trop cool. Comme tu dis, c'est vraiment, je pense, en plus surtout quand t'es plus jeune, parce que du coup toi c'était plus en secondaire que c'était quand ça t'a bloqué. Je trouve que c'est un moment où vraiment c'est dur de faire quelque chose de différent des autres et tu te dis, t'as pas trop envie non plus on te pointe du doigt, c'était ouf. Je me sentais moins safe d'exprimer mon style vestimentaire, tu vois, par exemple. Ok, oui. Et du coup, fatalement, à partir du moment où ça se répercute sur le style vestimentaire, ça se répercute sur plein d'autres choses, dont ma personnalité. Où pour moi, j'ai découvert ma personnalité à 18 ans. Je trouve ça très très tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Mais tu sais, je pense que, par exemple, rien que l'endroit où tu fais tes études, je trouve que rien que ça, des fois, ça a une influence énorme. Parce que moi, par exemple, j'ai fait mes études, j'ai d'abord commencé mes études dans la région de l'Auvergne, Charleroi. Et puis, je suis partie à l'IATA à Namur. Je ne sais pas si tu connais, c'est une école à Namur d'art. Donc, je suis partie là-bas en 3e. Okay. Enfin, j'ai doublé, pour l'anecdote. Je suis partie recommencer ailleurs. Je ne voulais pas doubler dans la même école. Meilleure décision de ma vie. Parce qu'à l'IATA, c'est vrai que c'était totalement différent. Et tu vois, voilà, c'était une super expérience, école que je conseille fortement. Et je trouve que des fois, rien que l'école, les gens de l'école, plein de choses comme ça, des fois ça peut avoir toute une influence sur ta vie en fait. Le chemin que tu vas faire. Du coup, je pensais être à ma place, mais je l'étais pas. Ma place, tu t'es mieux trouvée après. Oui, c'est ça. En fait, je me suis... ça m'a un peu choquée pour mieux me retrouver, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a eu il y a eu une énorme différence. Comme j'ai dit, je suis tombée de 15 étages en me disant ok, c'est ça la vraie vie en fait. Et puis finalement, je me suis réellement trouvée et j'ai vraiment trouvé ce que je voulais, qui j'étais, mes buts dans la vie et tout le tralala. Non, mais ça c'est vrai que je pense que le choix de l'école c'est un choix super important. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir une influence énorme sur qui tu vas devenir. Et non, après je dis ça, rien n'est non, mais c'est pas un peu quand même. Mais je veux dire, ça peut toujours changer, tu vois. Ah oui, bien après, sûr, tu vas faire d'autres découvertes. Mais c'est vrai que tu vas prendre deux personnes, tu vas prendre une personne, donc tu vas la diviser en deux, on va dire. C'est un peu dur à exprimer. Et tu vas la mettre dans un univers et un autre, une autre école. Ça peut totalement être une autre personne au final. Et en même temps, c'est normal, c'est dans la vie de tous les jours. C'est ça. C'est même pas que l'école. Mais bon, c'est parce que ce qui te construit dans la jeunesse, c'est l'école. Oui. C'est l'endroit où tu passes le plus de temps. Oui, c'est ça. Donc, c'est un endroit qui est super important, je trouve, le choix. Et. Dans la musique, si tu devais dire une personne qui t'a vraiment fait évoluer, qui t'a beaucoup aidé, tu nommerais qui ? Je nommerais d'office Maxime Legrand. Du coup, Maxime Legrand, c'est le chanteur de Zapper Palace. Ok. Et
en fait, il a eu ouï dire de moi dans une radio dans laquelle il était. Il a entendu parler de toi. Il était stagiaire, oui, voilà, il a entendu parler de moi. Et en fait, il m'a envoyé un message sur Instagram en me disant Hello, j'ai entendu ce que tu faisais. Ouais. J'aime beaucoup. Si t'es chaud, je fais de la prod, etc. Je suis très chaud qu'on travaille ensemble. Je lui ai répondu texto Hello, ça aurait été avec plaisir, mais I have no money, so ça va être compliqué. Et il m'a dit écoute, il y a d'autres moyens, t'inquiète, viens, on. Ça peut être mal interprété, hein, ça. Non, pas du tout à ce niveau-là, vraiment. Je suis désolée, mais. Non, c'était plus on fait une collaboration, oui, bien sûr, quoi. Bien sûr. Non, pas du tout ça. non, du coup, on fait. Oui, j'avoue que dit comme ça. Du coup, mais bon, on sera concentré. T'inquiète, je t'ai perturbée. On fait une. Oui, mais t'as bien fait de relever le truc. Du coup, on fait une collaboration, etc. Ouais. Et donc, on a travaillé ensemble sur Miette et Emmène-moi, du coup, mon nouveau single. Et juste, il a fait un taf de. Il fait un travail de. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il y a des personnes comme ça qui ont une espèce de fibre musicale. Et pour moi, Max. Donc, pour moi, vraiment. Il ressent la musique, oui. il en fait toute une structure, il change, il en fait tout un mood. Et vraiment, je trouvais déjà qu'avec Miette, il avait fait un travail incroyable. Et je trouve qu'avec Emmène-moi, il a fait encore un truc plus incroyable, quoi. Du coup, gros cœur sur Max. Gros cœur sur Max. Et surtout, si je peux donner un petit conseil, c'est aller écouter Maxime Legrand. Du coup, c'est le chanteur de Zapper Palace. Ils font juste des sons incroyables et je pense même qu'ils vont sortir un EP. Du coup, vraiment. Ok, bah c'est bon à savoir. Vraiment, il faut aller voir. Mais du coup, par contre, tu en parlais, ton nouveau single Emmène-moi qui est sorti récemment. Ouais. D'ailleurs, on va écouter un extrait tout de suite. Ouais. Vas-y, emmène-moi à Paris, à Bruxelles, au Miami. Vas-y, emmène-moi, emmène-moi. Et du coup, j'aimerais savoir le processus d'écriture pour cette chanson en particulier et puis tes chansons en général, mais là, comme celle-là vient de sortir, on va parler de celle-là. J'ai pas vraiment de processus particulier. Je suis quelqu'un, je fonctionne de manière très spontanée. Donc, disons que j'ai écrit cette chanson, voilà, un peu quand le Covid commençait à se tasser. Et c'était vraiment une période où j'avais beaucoup de travail et j'avais juste une envie, c'était de me barrer. Qu'on me dise, viens, on part en vacances. Ouais. On va vivre la vie autre part, on bouge, on fait des choses où je dis on va éteindre nos tels, on met pas de réveil, juste tu vis quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre tu vis pas à travers les réseaux sociaux, oui, pas à travers le travail, tu es libre. Tu es libre, voilà, c'est ça. Et donc c'était vraiment un mood dans lequel j'étais et du coup de là est sorti Emmène-moi. Donc souvent quand j'écris, soit j'ai un moment hyper fort, parce que c'est vraiment le moyen pour moi, c'est un peu ma thérapie. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ça, mais c'est un fait. Pour moi c'est vraiment ça. C'est vraiment le moyen pour moi de soigner mes mots, de répondre à des questions, ça peut paraître très anodin comme ça, mais c'est vraiment très important pour moi et c'est une des raisons pour lesquelles je me sens mieux. Oui, c'est ta thérapie. Voilà, c'est ça, c'est un peu ma thérapie. Donc, tu as fait une collaboration, Peur d'aimer, avec Melvin Ross. On va écouter un extrait avant d'en parler. Suis-moi, babe. Si t'aimes la vitesse, viens dans mes bras, oublie la tristesse. C'est cliché, mais mon cœur a été brisé. J'aimerais à nouveau faire confiance, mais je suis submergée de méfiance. Donc, comment tu t'es retrouvée à faire une collab avec Melvin Ross, qui est un artiste Carolo aussi? Quand j'ai été le voir, il était là un peu en mode pourquoi elle vient me faire chier celle-là, parce que je pense vraiment je lui ai cassé les pieds de ouf. Et puis finalement, le lendemain, on a commencé à parler musique sur les réseaux sociaux. Et puis de là, il m'a dit mais en fait, moi j'ai grave envie de faire une chanson avec des filles de Charleroi, etc. Je trouve que ça pourrait grave matcher. Et je lui ai dit vas-y, j'écris un truc, je t'envoie et tu me dis si t'aimes bien. Et puis il me dit mais Noah, c'est trop bien, vas-y c'est bon, je pose dessus et tout. Et de là, ça s'est fait comme ça, de manière super naturelle. Puis il m'a invité au BPS 22 où on a chanté Peur d'aimer ensemble et puis voilà, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, tes projets futurs Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du coup, déjà peut-être souhaiter le fait que Emmène-moi fonctionne, parce que c'est vrai que quand on est toute seule, Maxime Legrand m'a aidé sur la production
du morceau, mais c'est vrai que le reste, je m'en occupe toute seule. En tout cas, moi, je te souhaite que tout continue de bien, que ça fonctionne bien en fait, que ça se passe bien. Merci. Et que tu puisses on va vraiment évoluer dans ce milieu. Ouais. Que tu puisses vraiment pouvoir t'épanouir dans ce milieu. Ça, je pense que ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver. J'espère. Je croise les doigts et en tout cas, je vais continuer. Et un jour, ça va bien finir par le faire, j'espère. Mais non, je continue. Mais j'espère pour toi. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. C'était très agréable de discuter avec toi. C'était un très bon moment. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Et du coup, pour terminer, vu que c'est le dernier épisode du Elena Show, donc c'est le 4e et dernier, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi l'émission. Et j'espère qu'on se reverra peut-être pour une saison 2. On croise les doigts. Ce serait trop bien. Le Elena Show. Le Elena Show. Tous les dimanches, en podcast audio et vidéo.